Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Frédéric. Il va nous raconter son histoire, que je trouve particulièrement touchante, et je suis très heureuse qu'il ait accepté d'en parler avec moi. Encore une fois, il est question d'aborder l'inclusivité et la flexibilité de nos randonnées. Et Frédéric nous montre qu'avec un petit effort, tout est possible. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci pour ta présence aujourd'hui. De rien, avec plaisir. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ton handicap? Parce qu'il est invisible, comme la majorité des handicaps en fait. C'est toi qui me l'as appris. Et oui, alors je suis atteint d'albinisme oculocutané, donc œil et peau, et je suis malvoyant. Et en fait, c'est vrai que le handicap pourrait passer totalement invisible parce que je ne dénote pas forcément, c'est pas très visible l'albinisme sur moi en tout cas. Mm-hmm. Il y en a d'autres pour qui ça l'est, mais pour ma part ça l'est pas tellement. Et voilà, du coup ça peut paraître totalement inaperçu pour les gens et donc quelque chose qui ne se voit pas a tendance à ne pas exister aussi pour les autres. Et donc ça peut surprendre, c'est-à-dire qu'on peut passer pour quelqu'un d'impoli parce que j'ai pas reconnu la personne ou être étonné que je puisse courir alors que ce qui est marqué à 1 mètre, j'ai du mal à le lire. Ouais. Donc voilà, ça peut étonner les gens. Une fois qu'ils le savent, ils sont informés. Parfois ils oublient. Et puis il y a ceux qui se sont jamais trop approchés, donc qui savent pas, qui comprennent pas, qui peut-être me prennent pour quelqu'un de distrait, d'incompétent ou de lent, alors qu'en réalité c'est dû à la malvoyance. Voilà, donc ça c'est parfois un combat de tous les jours. Et bon, 80% de handicaps sont invisibles, donc ça concerne beaucoup de monde. On en croise peut-être tous les jours en fait, des personnes handicapées. Et sans le savoir. Ouais, parce que là j'ai marché avec toi pour venir jusqu'ici. En fait, tu te débrouilles tout à fait bien. Il y a des endroits où même moi j'étais hésitante et en fait toi tu savais où aller quoi. Oui, parce que apparemment j'ai développé d'autres sens sans m'en rendre compte. C'est-à-dire que apparemment, je réagis très vite si j'ai des bons réflexes. Si je vais choper une branche ou même une flaque d'eau, parfois je vais la voir, parfois pas. Et voilà, du coup, j'ai une bonne proprioception, apparemment. C'est une guide qui m'a fait découvrir ça. J'ai une bonne conscience de mon corps. Après, je suis un peu à l'aventure aussi. Donc, quand j'ai marché à tes côtés, je voyais sûrement nettement moins de choses que toi, mais elles ne m'ont pas dérangé pour marcher. Voilà. Oui, il n'y avait pas d'obstacle apparent sur le chemin. Non, et c'est vrai que parfois je peux choper sur des choses, une petite pierre, une branche, mais on va dire que globalement, pour marcher, on n'a pas forcément besoin de bien voir, en tout cas pas à 10 dixièmes. On peut se débrouiller en fait. Alors oui, donc quand on avait échangé au téléphone justement, tu disais que ton handicap pouvait parfois prêter à confusion parce qu'il est invisible justement. Oui, tout à fait. Concrètement, est-ce que tu as une situation au quotidien où ça t'est déjà arrivé en fait que les gens ne remarquent pas ton handicap ou... Il y en a plein, il y a des gens... alors de un, quand j'anime, déjà, dans mon métier, j'annonce pas tout de suite que je suis malvoyant. Donc on pose la question 1 heure ou 2 après le début de la formation, et souvent le groupe est mitigé en fait. Il y en a qui disent ouais, je me doute qu'il y a quelque chose, mais bon, on est dans un contexte handicap. Mais il y en a d'autres qui tombent des nues en fait. Ils disent comment t'as fait. Et voilà. Sinon, le plus fréquent, c'est par exemple quand je vais être dans les magasins et que je vais essayer de me repérer pour reconnaître les articles ou les prix. Enfin, ça demande énormément d'efforts en fait. Et parfois j'utilise le téléphone pour agrandir. Et parfois on est dévisagé en fait. Mais pourquoi il fait ça lui? Voilà, j'ai déjà eu plusieurs fois des regards plutôt insistants. Ou alors des gens on va dire des connaissances qu'on connaît sans connaître vraiment, mais qu'on croise quand même et dont on sait qu'elles ont pensé que j'étais impoli. Donc ça c'est dur parce qu'on n'a même pas l'occasion de s'expliquer en fait. Oui, parce que toi tu sais même pas en fait, non, que tu les as croisés. Et alors l'autre, mais je veux pas être négatif parce que globalement ça se passe bien. C'est l'idée, on va y venir après. C'est l'idée, effectivement. Oui. Mais par exemple, ce qui a été le plus dur dans ma vie et qui s'est répété quand même très souvent, c'est des gens qui te trouvent sympa, parce que je peux être drôle, sympa, enfin voilà, ça colle. Et j'annonce assez vite mon handicap.
Mais tout d'un coup, tu te rends compte qu'ils n'ont plus envie de t'inviter ou mais tu l'apprends. Parce qu'en fait, ils se rendent compte un peu à la fois des conséquences du handicap. C'est-à-dire, ah oui, il ne conduit pas, donc il faut aller le chercher, le reconduire. Si on fait une activité plutôt sportive ensemble, je suis un peu plus lent. Voilà, dans certaines activités en tout cas. Et du coup, en fait, tu découvres que les gens avaient un a priori sur la personne qui était sympa. Et un peu à la fois, maintenant, les conséquences du handicap, on ne va pas l'avouer, évidemment. Mais on n'a pas envie de s'encombrer de ça. Voilà, c'est ça. Quoi, et donc, ça arrivait plein de fois, et ça, c'est violent, parce que si le handicap était visible, ça aurait été clair dès le départ. Il y a des gens que j'aurais peut-être jamais croisés, ils ne seraient pas venus vers moi, en tout cas, ceux qui seraient venus vers moi seraient venus en connaissance de cause directement. Voilà, ça, c'est un petit peu le côté plus dur. Heureusement, on s'accroche aux quelques personnes qui sont fidèles et pour qui le handicap, il s'adapte sans problème. Et d'ailleurs, on se rend compte que finalement, c'est des adaptations qu'à certains moments. On n'a pas besoin de s'adapter toute la journée à mon handicap et je ne deviens pas le centre d'intérêt du groupe aussi. Oui, bien sûr. Voilà, je suis d'abord Frédéric. Oui, il y a des particularités dans ton mode de fonctionnement, mais dans l'ensemble... C'est pas le centre de ma personne. Oui, c'est ça. Donc, je suis d'abord une personne de 47 ans qui randonne, qui découvre plein de choses dans la vie, qui a un travail. Et entre autres, j'ai un handicap. Certes, présent tous les jours. Et justement, venons-y à la randonnée. Comment ça t'est venu la marche dans tout ça? Je pense que la famille est un peu responsable. Avec mes parents, ils aimaient bien la rando. Alors pas les randos de plusieurs jours, mais on randonnait régulièrement le dimanche. Et un petit peu à la fois, j'ai dit, mais moi aussi je veux randonner par mes propres moyens. Et j'étais souvent coincé par le déplacement en fait. Et un jour, j'avais déjà entendu parler, mais un jour on a vraiment croisé par hasard des sigles rouge et blanc qui sont les GR. Et du coup, j'ai dit, je vais me renseigner sur ce que c'est. Et là, je me suis dit, mais ça c'est le bon plan parce que je peux commencer une rando près d'une gare et la terminer à une autre gare. Et donc, un petit peu à la fois, je me suis dit, mais ça c'est le bon plan. Acheter le topo guide. Là, j'ai commencé... La première rando était au départ de Bruges. Voilà, c'est là que je l'ai découvert. Et puis j'en ai découvert d'autres, un petit peu à la fois, mais je trouvais que c'était le bon plan. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que maintenant, ils ont inventé des topo guides GR de gare en gare. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'était très chouette. Que j'ai beaucoup fait pendant le Covid, personnellement. Et voilà, tant mieux. Et donc je me dis, tiens, ils me donnent des idées supplémentaires de ce que je faisais un peu avant. Ils t'ont volé tes idées, tu peux le dire? Non. Et du coup, tu randonnais avec des gens ou tu randonnais tout seul dès le départ? Soit avec mes parents, soit seul. Ok. Ça force l'admiration, je veux dire. Moi, perso, j'essaie de me projeter dans ta situation. Je ne peux qu'essayer, évidemment, mais j'aurais hyper peur de me perdre, vraiment. Parfois, j'ai eu peur de me perdre. Mais globalement, je vais reconnaître moins vite les balises. Par exemple, si elle a un carrefour et qu'on a mis la balise plus loin que le croisement, le randonneur qui voit bien va certainement repérer. Moi, je vais peut-être devoir essayer les deux autres chemins avant de me rendre compte. Ah non, c'est pas bon. Voilà, maintenant les topo guides GR sont très bien faits. Donc, ils sont même hyper détaillés et ça m'aide beaucoup. Après, oui, je me suis parfois perdu, mais parfois dû au fait que je n'avais pas repéré une balise, mais parfois aussi simplement parce que comme tout randonneur, on a raté quelque chose et c'est pas forcément lié à la vue. Ça nous arrive bien entendu à tous. Voilà, ça fait partie de l'aventure. Et mais oui, j'ai parfois eu quelques frayeurs, mais voilà, ça va. Comment tu t'en tires comme ça quand tu te perds par exemple? Alors, j'ai des loupes pour lire les cartes. On a le GPS, heureusement, ça nous aide. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué quand même. Mais voilà, apparemment, je suis encore là, donc c'est que ça va. J'ai toujours retrouvé le chemin. Mais oui, ce qu'il y a aussi, c'est que quand je suis face à une difficulté, je vais commencer à marcher plus lentement en fait. Sinon, je vais marcher à mon rythme, qui doit être un rythme moyen, classique. Mais je ne suis pas un randonneur hyper rapide parce que je me méfie quand même de ce que je ne vois pas. Mais voilà, il y a moyen de s'en sortir. Mais c'est vrai que je vais être plus lent en fait.
quand je ne suis pas en sécurité ou je pose des questions, je vais essayer de repérer chaque balise, être sûr de ne pas en rater une. Ouais, ça te prend plus de temps, entre guillemets, pour assurer le chemin. Ouais, ce qui me donne l'occasion d'en profiter plus, plus longtemps. Et donc, en fait, quand tu arrives à un carrefour, tu vois que tu es à un carrefour ou ça, tu le proprio perçois? Non, je le capte, hein, je vois assez. Je vois suffisamment pour repérer les croisements, sauf s'ils sont minuscules. Parfois, je les ai ratés parce que c'est vraiment un petit sentier, mais je pense que tout le monde devrait pu le rater. Nous, tout à fait. Ce que je ne vais pas percevoir, c'est plutôt des trous. Les grands trous, oui, mais les renfoncements, ça, je vais parfois être surpris. Les petites roches, les branches, pas énormes, je ne vais pas les voir. Et alors après, mais dans ce qui est le côté plaisir, c'est que je vais rater les animaux, les insectes, les feuilles des arbres. C'est très généraliste pour moi, je ne les reconnais pas forcément. Par contre, je vais prendre mon plaisir on s'en est rendu compte lors d'une balade d'une semaine avec un ami très proche. Et après plusieurs jours, c'était lors de la Transardennaise, on s'est rendu compte que lui me décrivait des paysages, des animaux, alors pas toute la journée, mais quand il y avait quelque chose de vraiment chouette, ah tiens, il y a une biche qui est passée, moi j'étais content, même si je ne l'ai pas vraiment vue ou vraiment parfois juste une tache, mais il me la décrivait, j'étais content. Sans l'avoir vue, j'étais content. Et on s'est rendu compte que moi, spontanément, je décrivais les ambiances. Il fait chaud, il fait sec, il fait humide, il fait calme ici, il fait moite, il fait bruyant. Et en fait, après plusieurs jours, on se dit, en fait, tu décris les ambiances. Et donc, on s'est dit, on est hyper complémentaires. En fait. Voilà, donc je suis très sensible aux ambiances, le bruit des feuilles qui tombent, ou quand on marche dans les feuilles. Je pense que beaucoup de monde est sensible, mais je le suis très fort. En fait. Oui, c'est ça. Donc, tu as développé quelque part, comme tu disais, d'autres sens pour apprécier tout autant. Oui, c'est ça. C'est la part de plaisir aussi. Mais c'est sûr que, à côté de ça, il y a plein de choses que j'ai loupées, sûrement, mais finalement, je ne le sais pas. Donc, j'ai pris mon plaisir autrement. Quoi. Super. Et pour en revenir un petit peu à cette peur, tu dirais qu'en fait, ton désir d'être autonome et ton désir de randonner en fait, a été plus fort à un moment donné que cette peur. Parfois, j'ai failli abandonner en disant non, c'est trop compliqué. La grosse difficulté étant le mode de transport jusqu'au point de départ de la randonnée. Et donc parfois, c'est décourageant tellement les durées sont longues pour arriver jusqu'à un point de départ. J'ai éliminé beaucoup de randos comme ça, en disant non, c'est compliqué à y arriver. Et donc parfois, je me suis dit, ah là là, c'est dur, ça décourage. Et en même temps, je me dis, je prends tellement de plaisir dans la nature et cette envie aussi de sortir de chez soi, d'essayer d'être autonome. Et le plaisir retiré au bout de la journée, ça dépasse les heures de déplacement. Parfois les complications aussi, la peur de rater aussi un bus, un train, en me disant oui, parfois ça limite quand même. Voilà, donc oui, il y a des contraintes, il y a des limites, mais il y a quand même le plaisir qui est passé au-dessus. Voilà, maintenant je ne suis pas un randonneur de chaque dimanche, justement aussi pour cette raison-là. Parce que tout prend du temps. Oui, c'est ça. Tu ne peux pas te permettre de partir à l'improviste en voiture. Oui, on ne peut pas se dire... parfois, je veux dire, je vois même des groupes qui organisent des randos, ou alors des randos qui sont écrites, au départ du parking près de l'église de tel village. Tu dis, mais je fais comment pour commencer ma boucle Voilà, donc ça, c'est le côté difficile, surtout quand tu pars seul. Oui, c'est ça. Voilà. Et qu'est-ce que la randonnée t'a apporté du coup depuis que tu t'y es mis? Est-ce que quelque chose a changé dans ta vie ou dans ta façon de vivre? Profiter de l'instant présent, parce que ça s'est révélé très fort pendant les randos, parce que tu peux apprécier chaque moment de ta rando. Être en connexion avec la nature encore plus. J'ai toujours été attiré, mais encore plus, je sais qu'elle apporte beaucoup. Elle m'apporte aussi peut-être l'idée de la lenteur que j'apprécie. C'est-à-dire qu'on a des vies souvent où on nous demande d'être efficace, trépignant, de faire plein de choses.
Et cette bulle de lenteur, elle est bien quand je suis dans la nature, mais aussi quand je suis chez moi, du coup. Je m'en rappelle, en fait. Et voilà, je trouve que c'est, je dirais ça, et découverte de nouveaux paysages, et peut-être encore plus qu'avant, apprécier rien que l'environnement qui nous entoure. J'adore les randos en Belgique, en fait. À l'étranger aussi, il y a des chouettes endroits, évidemment. Mais je trouve qu'on est entouré de tellement de beaux endroits insoupçonnés près de chez nous que finalement, c'est sûrement ça aussi que j'ai découvert à travers les randos. Ouais. Je m'identifie complètement à ce que tu dis. Je crois que je randonne pour les mêmes raisons. Ouais, clairement. Est-ce que par rapport à ton handicap, est-ce que ça t'apporte quelque chose, peut-être un peu plus de confiance ou non, ça n'a rien changé à ce niveau-là? Oui, parce qu'on se dit quand même que je me suis débrouillé pour trouver la rando, pour me repérer sur la carte, repérer les balises, me débrouiller avec les transports en commun. Et donc tu dis quand même, parfois faire face à des imprévus aussi. Je me souviens d'un endroit où le topo guide disait l'inverse de ce qui était marqué sur le terrain. Je n'étais pas encore au courant qu'il fallait suivre le terrain plutôt que le topo guide dans ce cas-là. Et du coup, je me suis retrouvé complètement insécurisé au milieu de la campagne en me disant j'espère qu'à la fin je retrouve la même gare, enfin la gare que j'avais prévue. Et donc ça m'a demandé de l'hypervigilance. Et donc oui, c'est des imprévus que j'ai pu surmonter. Et il y a un côté satisfaisant. Il y a un côté de dire ok, tu es arrivé quoi. Il y a aussi l'idée que à un moment donné, j'étais tellement content de la rando que je l'ai proposé à un groupe d'un mouvement de jeunesse où on a organisé ensemble la rando et c'était moi entre guillemets pas le guide parce qu'on se guidait ensemble, mais qui avait l'initiateur et l'encadrant, et donc je me dis chouette, j'ai pu partager ça avec des jeunes aussi, le plaisir de la nature, et voilà, le partager avec aussi avec deux amis. Voilà, ça ouvre des connexions en fait. Ouais, des perspectives et d'inclusion aussi en fait. Ouais, tout à fait. Okay. Je cherche pas forcément à balader avec d'autres personnes malvoyantes. Même si je sais qu'il y a des groupes qui existent et c'est très chouette qu'ils existent, mais j'aime bien cette idée de balader avec peu importe qui se présente. Ouais, souvent seul, mais aussi avec peu importe qui se présente, et c'est une richesse aussi, quoi. Et du coup, dernièrement tu as fait un séjour dans le Jura. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, la préparation en amont et les défis que tu as rencontrés sur place? Alors déjà, j'ai été dans le Jura parce que je voulais quitter ma Belgique habituelle et aller me ressourcer dans les montagnes. Oui, puisque c'est beau la Belgique, mais il y a quand même des belles choses ailleurs aussi. Clairement. Donc voilà, je voulais tester la moyenne montagne et donc je voulais pas y aller seul. Parce qu'on est en moyenne montagne, donc les imprévus, on les gère pas aussi bien. Et du coup, j'ai cherché une agence qui organisait des randos en groupe. Alors, j'ai pas cherché de rando destiné aux personnes handicapées. Ouais, toujours dans la même idée de randonnée en inclusion. En inclusion, voilà. Et donc, voilà, j'ai sélectionné le Jura. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord contacté par téléphone l'agence. Alors j'ai visé l'agence du coin qui était l'organisatrice et en disant je suis randonneur, j'ai l'habitude de randonner mais je suis malvoyant. Leur expliquer comment je voyais et j'ai dit moi je suis ouvert à ce qu'on accepte ou qu'on refuse mais que ça soit clair, et surtout je voulais pas piéger ni le groupe ni la guide en disant le jour même où tu arrives désolé je suis malvoyant, faudra faire avec. Donc voilà. Alors ce qui m'a vraiment réjoui, c'est que quelques jours après on m'a rappelé, l'agence avait contacté la guide et elle était tout à fait disposée à m'accueillir dans le groupe. L'autre préparation, c'était les déplacements en mode de transport jusque-là. Mais ce qui est bien dans ce genre de groupe, c'est qu'on est loin d'être le seul à venir en transport en commun. Donc, et il y avait des Belges qui en plus de Français, des Belges, et le point de ralliement était la gare. Donc, parfait, quoi. Donc ça, c'était génial. Et pendant une semaine, la voiture n'était plus du tout un problème. Je suivais le groupe. Dans l'adaptation que ça a demandé, elle n'était pas énorme. Bien sûr, le premier soir,
à la présentation de la rando, j'ai des images qui montrent comment je vois, j'explique un peu. Et puis la bienveillance était naturelle et comme je disais tantôt, je ne suis pas le centre du groupe. Pour moi, ça c'est important que chacun puisse profiter de la rando. On parle de plein d'autres choses que le handicap. Oui, tu es un participant comme un autre. Oui, voilà, c'est ça. On profite d'abord de la rando. Et alors, à un certain moment, j'avais dit, il peut y avoir des points difficiles quand il y a beaucoup de petits rochers. Et là, il y a quand même vachement plus de sentiers qu'en Belgique où il n'y a que des rochers. Donc là, parfois, je suivais les pieds de la personne qui est devant moi. Mais c'était très spontané. C'était une fois un randonneur, une fois un autre. Parfois, j'avais même pas besoin de leur dire. Parfois, ils proposaient, mais parfois, je suivais naturellement. Et quand il y avait des beaux paysages, parfois, de temps en temps, on me le décrivait. Sinon, je profitais à ma façon. C'est sûr que quand on a commencé à chercher les chamois, c'était un peu plus dur. J'ai une jumelle qui me permet de voir, mais donc on me guidait un peu pour essayer de trouver. Mais c'est pas grave, j'entendais les autres en parler et ça me réjouissait déjà. Je savais que j'étais pas loin. Et le dernier jour a été plus difficile pour tout le groupe parce qu'on a eu la brume, la pluie, le brouillard, les rochers qui glissent. Et donc là, oui, c'est vraiment très compliqué. Et là, la guide a dit, là, tu me suis derrière. Et voilà, ça s'est bien passé. Alors, plusieurs fois, j'ai trébuché. Une fois jusqu'au sol, mais sinon c'était beaucoup des réflexes très spontanés. Et c'est la personne qui était derrière moi, qui était un randonneur bien expérimenté, qui disait mais waouh, moi je me serais déjà étalé plein de fois au sol, toi tu as des réflexes et tu as une bonne proprioception en fait. Et c'est là qu'on s'en est un peu rendu compte, moi aussi. Et voilà, donc finalement la malvoyance a été, oui, présente, mais pas centrale. Et ce que je retiens de ça, c'est que j'ai vécu une super expérience avec de belles rencontres, de beaux partages. Voilà, une guide super chouette qui partageait sa passion de la région. Elle a une connaissance incroyable sur la nature, sur les espèces animales. Voilà, c'est ça que j'ai retenu. Oui, tu as appris plein de choses en fait. J'ai appris plein de choses, j'ai passé un super moment, une semaine vraiment déconnectée de tout et c'est ce que je voulais. Une nuit en refuge. L'anecdote qui était rigolote, c'est les autres randonneurs qu'il fallait hacher le bois. Dit bon Fred, non ça tu feras pas. Non. Je propose pas non plus, mais je me suis occupé de la fondue, voilà. Ouais. Et voilà, c'est très spontané aussi. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'on rigole avec les conséquences de mon handicap. Je suis plutôt bon public, et je pense que ça se ressent du coup aussi. Les gens peuvent se le permettre aussi. Oui, que ça devienne pas un tabou non plus, duquel en fait on peut pas parler, quoi. Oui, voilà, ça serait pesant, je crois, tant pour moi que pour le groupe. Donc, je pense que c'est une condition aussi. Autant on a besoin d'adaptation face à nos besoins. Que ça soit pour moi malvoyant, j'avais expliqué les besoins, avoir toujours quelqu'un devant, enfin souvent en tout cas. Mais pour quelqu'un qui serait malentendant ou qui a des difficultés motrices, sans pour être autant en chaise, ça peut être d'autres besoins. Tant qu'on s'adapte à ces besoins, je veux dire, après, c'est en général le reste qui va passer, qui va prendre le dessus. C'est le plaisir commun, c'est l'échange, c'est le bon moment qu'on passe. C'est ça qui va passer. Et c'est vrai que si les besoins ne sont pas rencontrés ou qu'on sent qu'il n'y a pas une bonne bienveillance de la part de l'autre, que ce soit l'ami, ce ne serait pas un ami du coup, ou d'un groupe dans lequel tu t'es inscrit, alors les besoins, soit la personne risque de s'effacer, de ne plus se représenter d'ailleurs, de plus partager l'expérience, soit d'insister sur ses besoins, ce qui va devenir pesant pour tout le monde. Ouais. Et donc c'est vrai que la bienveillance, plus que de la tolérance mais bienveillante, elle est essentielle. Et après, je pense qu'en général, le handicap, il passe, une caractéristique qui est bien présente, il ne faut pas l'effacer, mais qui n'est pas non plus centrale. Oui, qui n'est pas bloquante en fait, surtout, c'est ça. Non, et ce ne sera pas le centre de la journée, ce ne sera pas le centre d'intérêt de la journée. Il est là, il est présent, il y a une vigilance, mais sans plus. Après, ça va évidemment dépendre du handicap. Il y a
certains handicaps qui occasionnent plus de besoins, donc plus d'adaptation. Mais même là, on peut encore, je suis persuadé, retenir le moment de plaisir commun qui est partagé. Franchement, je trouve ça super instructif, même pour moi en tant que guide, d'entendre ça, c'est m'inciter à être encore plus en fait, à l'écoute des besoins, comme tu dis. Oui. Et souvent, au moment de s'inscrire dans la proposition d'un groupe, c'est vrai que si on voit cette phrase, si vous avez un besoin spécifique, un besoin particulier, merci de nous le signaler, ça ouvre la porte. Parce que sinon, on se dit, si on n'ouvre pas la porte, si le guide ou l'organisation n'ouvre pas la porte, ça veut dire qu'on doit déjà avoir un certain cran pour oser dire excusez-moi, est-ce que vous vous adaptez à ça? Après, c'est pas encore dans la norme, c'est pas la mode. Mais c'est un conseil que tu donnerais c'est un du conseil, coup. Si on voit cette petite phrase, si vous avez un besoin particulier, signalez-le nous, on est à votre écoute. Voilà, ça va ouvrir la porte. C'est un peu comme quand on organise pour les repas. Si vous êtes allergique, on le met. C'est devenu une habitude en fait. Et voilà, et du coup, ça permet aux gens de dire, bah oui, effectivement, j'ai telle allergie ou telle habitude alimentaire. Eh bien, pourquoi pas pour. Alors le handicap. Plus large que le handicap, on a tous des besoins spécifiques. On peut ne pas avoir une reconnaissance de handicap, pas un handicap très marqué, et pouvoir pourtant avoir un besoin. Peut-être que mon besoin, c'est d'avoir une pause toutes les heures. C'est peut-être pas lié à un handicap, c'est juste une fatigue plus rapide. Voilà, il y a plein de raisons qui occasionnent des besoins qui ne sont pas forcément liés à des handicaps. Mais, voilà, on a tous des besoins. Voilà, je pense que c'est important pour être attentif à ce que chaque personne qui sera présente dans le groupe de rando se sente bien en fait. Ouais, et que les autres soient au courant, éventuellement. On ne doit pas être au courant de tout, mais si besoin, oui. Et tu as déjà eu des difficultés à trouver un guide ou des partenaires de rando ou dans l'ensemble parce que moi j'ai l'impression que tu es quand même assez proactif dans cette idée d'en fait dire voilà, mes besoins sont ceux-là. Est-ce que c'est OK pour vous ou pas quoi? Alors, chaque fois que je l'ai demandé, j'ai pas eu de soucis. Okay. J'ai eu de la bienveillance. Maintenant, c'est comme je dis, je pars pas souvent en groupe. Pas à cause du handicap, mais plutôt à cause de beaucoup d'activités. Enfin, pas beaucoup d'activités, mais un travail prenant. Il faut savoir que tout prend plus de temps. Donc, que ce soit pour faire les courses, aller voir mes parents, mes amis... les déplacements, c'est vraiment le nerf de la guerre, prennent du temps, mais aussi le ménage, les courses, même dans le magasin, moi je mets plus de temps que quelqu'un d'autre. Et donc c'est important de s'en rendre compte parce que la personne handicapée qui travaille, en tout cas, c'est pas le cas de tout le monde, mais celle qui travaille, ou parfois c'est les soins de santé qui prennent du temps. Moi, ils prennent pas trop de temps, mais il y a des handicaps il y a des personnes qui doivent prendre des soins tous les jours. Eh bien, qu'est-ce qui reste d'énergie et de temps disponible pour le loisir? La rando est quand même un loisir actif qui demande aussi de l'énergie. Et donc, c'est possible que parfois certaines personnes disent le seul jour ou les jours de répit, je ne vais pas forcément faire la rando, ou alors il faut que le covoiturage soit hyper bien organisé, que ça ne devient pas une charge supplémentaire. Ouais, c'est ça, que tu puisses gagner du temps sur autre chose. Voilà, que la rando reste un plaisir et pas une source de stress ou d'énergie, d'organisation. Ouais, j'imagine. Et ça, évidemment, ça fait beaucoup de bien à la personne qui a d'autres difficultés à gérer. Sinon, voilà, mais dans l'ensemble, non, moi j'ai trouvé assez bien de bienveillance avec les quelques personnes à qui je l'ai demandé, en tout cas. Ce qui est plutôt une très bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle, effectivement. Même l'ami avec qui j'ai fait la Transardonnaise, c'est pas un passionné de rando. Et pourtant, ça s'est super bien passé, on a pris du plaisir. Alors lui, il est passionné par la pêche. Alors là, j'ai trouvé une alternative parce que lui, il va pêcher dans des coins qui sont relativement inaccessibles sans voiture. Et donc, moi, c'est une expérience très sympathique. Parce que lui, il pêche, moi je pêche un petit peu, mais bon, c'est loin d'être efficace puisque c'est un sport pas très accessible à la malvoyance, même si pour le plaisir, j'ai essayé.
Mais je profite de la nature et donc je randonne. Parfois, je reste juste à côté de la rivière et j'en profite vraiment pleinement. Et parfois, je m'absente un peu, je vais me balader une heure, puis je reviens. Mais voilà, c'est ça. Mais aussi, on marche dans la rivière et c'est un plaisir en soi. Alors, on pourrait dire, c'est quoi cette journée entière où de toute façon tu pêches pas, mais en fait j'ai dit mais j'ai plein de plaisir malgré que c'est pas du tout adapté. Le premier plaisir c'est de passer la journée avec mon meilleur ami et la deuxième c'est d'être dans la nature et de profiter aussi et mon petit côté rando évidemment. Et voilà, je trouve que c'est un bel exemple aussi de c'est quoi profiter de l'instant présent. En tant que personne handicapée, alors je ne peux pas parler pour toutes les personnes, mais en tout cas pour ma part, et c'est souvent le cas je crois, on n'exige pas l'adaptation 100% parfaite. Et parfois c'est ce qu'on pense qu'on doit proposer, que ce soit nickel, parfait, mais pas forcément. C'est surtout la bienveillance, le bon moment qu'on cherche aussi. Et si, en tout cas moi, parfois les gens ne s'adaptent pas toujours, ils font parfois des petites erreurs où ils oublient de me dire qu'il y avait une branche ou un rocher, mais c'est pas dramatique, je leur en veux pas. Moi, on sent très bien la volonté, la bienveillance, c'est ça qui compte, c'est la relation. Et le partage et le commun. Oui, c'est le partage, la relation, le moment de plaisir partagé, c'est se sentir respecté comme personne avant de penser handicap. Eh ben, merci beaucoup pour cet entretien, Frédéric. Merci d'avoir proposé cette idée. Merci à toi parce que c'était important pour moi, c'est important pour moi de continuer à me questionner sur l'inclusion et grâce à ton histoire, j'espère que ça a pu en inspirer d'autres aussi. Oui, j'étais très ravi en fait quand j'ai vu passer la publication que tu voulais rencontrer des profils différents. Je me suis dit, mais oui, handicap et rando, je ne pense pas que c'est un thème qui est souvent abordé hors du champ du handicap. Il y a dans le champ du handicap, il y a des personnes, il y a des groupes de randonneurs en situation de handicap. Mais en dehors du champ du handicap, je n'ai pas l'impression que c'est une question qui se pose souvent. C'est vrai. Voilà. Nous, on se la pose très peu en fait. Oui, et donc je me suis dit, mais ça c'est génial d'avoir cette idée. Et c'est aussi pour ça que j'ai répondu en disant, voilà, ça peut éveiller des prises de conscience. Merci pour tes encouragements. Des initiatives. Je l'espère aussi. J'ai une dernière question pour toi, qui est la même que pour tous mes intervenants. C'est toi qui on s'est mis d'accord sur le lieu de l'entretien, mais tu l'as approuvé. Où est-ce qu'on est et pourquoi ? Alors, on est dans la partie 3 du parc Baudouin sur Jette. Alors, moi, j'habite à la limite entre Lac et Jette depuis 2 ans. Je suis venu sur Bruxelles pour la facilité de la ville, des transports en commun. Ce qui m'a quand même coûté de devoir m'éloigner de ma famille et de mes amis. Ça, c'était la difficulté. Je trouvais l'autonomie de loin. Et l'autre difficulté, c'est que je voulais garder une connexion avec la nature. Et donc à Bruxelles, on a beaucoup de points verts, mais je voulais être sûr d'être dans un coin apaisant. Et en fait, avant d'habiter Bruxelles, j'avais fait une rando par ici. Et c'est une des premières randos avant même que j'habite Bruxelles. Je me suis dit, en se baladant ici, mais on ne dirait pas Bruxelles en fait. On se croirait dans les bois, campagne. Et dans le marais de Jette, c'est très pittoresque. Et je me suis dit, en fait, on est à 10 minutes, 15 minutes à pied de la ville. Et j'ai l'impression d'être dans des endroits qui m'étaient totalement inaccessibles quand j'habitais Moucron, ma ville d'origine. La nature est un peu plus loin. Il faut souvent la voiture pour y aller, pour en tout cas avoir des beaux endroits de nature. Et je me suis dit, waouh, ici je peux y aller à pied, et je suis pas loin de chez moi. Et voilà, je trouve ça génial en fait. Et moi aussi. Merci beaucoup Frédéric. Merci Anne-Laure. Le message principal que je retiens de cet entretien avec Frédéric, c'est que le plaisir entretient la pratique et que le handicap ne doit pas être un obstacle à la randonnée. Il est toujours possible de s'adapter et en tant que guide, j'accueille avec joie la possibilité d'apprendre et d'apporter des choses aux personnes à besoins spécifiques.